Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Entrée libre, femmes et violences dans les soins médicaux, un traitement de défaveur. Déjà, le titre interpelle, c'est le moins que l'on puisse dire, et pour cause, puisque c'est une réalité, débattue d'ailleurs dans un colloque organisé par le Centre d'action laïque de la province de Namur et dans lequel vous étiez intervenant. Martin Winkler, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Martin Winkler, écrivain, médecin, enseignant qui analyse et secoue le monde médical depuis plus de 30 ans, c'est le moins que l'on puisse dire. Vous avez dénoncé ces violences dans plusieurs livres, Le cœur des femmes ou encore dans Les brutes en blanc, mais aussi dans votre dernier livre dont on parlera tout à l'heure qui s'appelle L'école des soignantes. Régulièrement d'ailleurs, vous parlez de cette douleur inutile dont les femmes sont victimes. Quelles sont ces douleurs? Quelles sont ces situations? Les situations sont très diverses. Ça commence par l'attitude des médecins vis-à-vis des femmes sur, par exemple, leur aspect physique, sur le fait qu'elles sont en surpoids ou en sous-poids, sur le fait qu'à 35 ans, elles n'ont toujours pas d'enfants, et pourquoi, etc. C'est-à-dire une attitude générale de jugement de valeur sur non seulement l'identité des femmes, mais aussi sur leur vie, sur comment elles mènent leur vie. Après, il y a quelque chose de très simple, c'est qu'on ne devrait pas toucher une personne sans son autorisation. Le médecin, dans le code de déontologie, il est dit que on doit obtenir le consentement de la personne avant de la toucher. Il n'y a pas beaucoup de médecins qui demandent l'autorisation des femmes pour les toucher. Et ils se sentent autorisés, ou elles se sentent autorisées, parce que ce n'est pas une question de genre. Il y a des femmes qui sont des médecins sexistes aussi. Elles se sentent autorisées à toucher le corps des femmes d'une façon qui n'est pas forcément respectueuse, qui peut ne pas être appropriée. Par exemple, dans une immense majorité des cas, les femmes n'ont pas besoin d'être examinées. Souvent, elles viennent pour un problème de santé qui est mineur, qui ne nécessite pas un examen complet, qui ne nécessite pas non plus, par exemple, si elles demandent une contraception, qu'on les examine. On peut très bien prescrire une contraception, bon, en dehors du stérilet où il faut le faire, mais on peut très bien prescrire une contraception sans faire déshabiller les personnes. Et puis après, il y a des gestes douloureux qui sont faits, qui sont imposés aux femmes, que ce soit en leur posant un stérilet, en leur faisant mal avec la pince avec laquelle on pose le stérilet, ou que ce soit par exemple d'imposer des épisiotomies aux femmes qui viennent d'accoucher, alors que ce n'est pas du tout nécessaire. Quand vous dites la pose d'un stérilet, ok, il y a effectivement une douleur. Cette douleur, elle pourrait être évitée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'apprend pas aux médecins à éviter les douleurs. Mais bien sûr, il y a des... Je veux dire, moi, quand j'ai commencé à poser des stérilets, je voyais que les femmes avaient mal et j'ai cherché des moyens de ne pas faire mal. Et on peut très bien poser un stérilet sans faire mal, ou en faisant, si vous voulez, en provoquant une contraction qui va être comme une contraction des règles, c'est-à-dire quelque chose de très minime. Mais sans que ce soit long, sans que ce soit pénible, sans que ce soit humiliant et sans que ce soit douloureux. Alors, ce que je voudrais comprendre, c'est pourquoi la santé des femmes, justement, est soumise à ces pressions, à ces contrôles, à ces douleurs inutiles. Pourquoi celle des femmes en particulier? Parce que le corps médical et la pensée médicale reproduit la pensée du corps social dans son ensemble. Le corps social est sexiste, le corps médical est sexiste. C'est aussi simple que ça. Et un des aspects de ce sexisme consiste à dire que finalement, les femmes, c'est normal si elles souffrent. Souvent, quand elles souffrent, c'est de leur faute. Ou bien, elles souffrent, mais c'est normal. Une femme qui a ses règles, elle doit souffrir parce qu'elle a ses règles. Non, c'est physiologique d'avoir des règles, c'est pas physiologique de souffrir. C'est pas parce que, et en particulier aussi, faire souffrir quelqu'un en lui imposant des gestes qui sont inutiles ou en lui imposant une humiliation qui est inutile, ça n'a rien de normal. Mais on le fait beaucoup plus facilement parce que c'est des femmes. Parce que c'est des femmes. Parce que, encore une fois, parce que le sexisme existe dans toute la société et que les médecins ne sont pas formés à prendre en compte et à faire attention à leur sexisme et à lutter contre leur sexisme. Alors qu'en principe, ils devraient soigner tout le monde de la même manière, mais on ne leur apprend pas qu'ils ne le font pas. C'est le rôle de la femme dans la reproduction qui fait que ce corps, le corps féminin, est davantage un objet. Vous pensez que c'est ça qui fait que... C'est le rôle de la femme dans la société qui lui-même découle de cette assignation à la reproduction, mais qui est beaucoup plus ancienne. C'est-à-dire que même si les femmes peuvent s'autonomiser par rapport à leur reproduction aujourd'hui, les vieux schémas, ils sont encore en place parce qu'ils sont en place depuis très 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 longtemps. Donc dans la pensée du corps social, il y a aussi le fait que une femme, elle peut être enceinte, avoir des enfants, donc entre guillemets, elle va travailler moins. Toute l'ignorance de ce que représente le travail féminin
dans le domicile, par exemple, de la charge mentale que ça représente d'avoir à s'occuper des enfants, à penser à ceci, à cela. Tout ça, c'est nié. On fait comme si ça faisait partie des choses normales. Et donc, évidemment, ça évite aussi de s'intéresser à la façon dont les femmes disent souffrir et aux choses qu'elles-mêmes, elles invoquent comme souffrance. Comment, justement, transformer cette culture du soin ? Parce que c'est un long travail, hein. Vous y œuvrez depuis maintenant 30 ans, j'ai pas le sentiment que ça fasse, voilà, que ça germe beaucoup dans les écoles d'infirmiers, d'infirmières ou en médecine. Oui. Hein. C'est long parce que à l'échelle d'une vie, c'est long, ça avance pas vite. Mais réfléchissez, vous voyez par exemple que le vote des femmes n'est pas quelque chose de très récent. Non. Et avant le vote des femmes, les femmes qui se battaient pour avoir le droit de vote, elles trouvaient que c'était long. Le jour où c'est venu, c'est venu. Donc c'est des petits pas, et c'est des pas progressifs, mais ça vient quand même. Les mentalités changent, les femmes sont beaucoup plus exigeantes sur la façon dont on les traite. Il y a de plus en plus de médecins qui sont bienveillants et qui sont conscients de ça. Donc ça change petit à petit. Vous êtes aujourd'hui enseignante, si je ne me trompe pas, au Canada. Est-ce que là-bas, il y a une autre manière justement de poser les actes médicaux et en particulier envers les femmes ? Oui, il y a une prise de conscience, en particulier au Québec, où le féminisme a beaucoup progressé, où les rapports entre les hommes et les femmes sont beaucoup plus égalitaires qu'en Europe. Et donc la façon de se comporter de toute la société, y compris des médecins, a changé. Alors je le vois auprès des étudiants et des étudiantes, il n'y a aucune tolérance pour le sexisme entre étudiants, par exemple, et étudiantes. Et d'ailleurs, les étudiants sont conscients de ça dès qu'ils arrivent, parce qu'eux-mêmes, ils ont été élevés dans une société dans laquelle on tolère très très mal toute manifestation de sexisme. Donc il y a vraiment une différence. Je ne vous dirais pas que c'est général dans tout le Canada, mais c'est beaucoup plus visible quand on va, en particulier dans les grandes villes, c'est beaucoup plus visible dans les rapports entre les gens. Alors forcément, dans la délivrance des soins, c'est beaucoup plus visible aussi. Pour qu'on reprenne un autre exemple concret, mais je sais que là, je vais lancer un débat super long et qu'on n'a pas le temps, c'est dommage, mais je voudrais quand même connaître votre avis. Notamment, et d'ailleurs, vous vous êtes déjà positionné sur le sujet, notamment concernant l'avortement. Quel est, en quoi le regard de la médecine d'aujourd'hui, de chez nous, sur les IVG, est-il machiste, sexiste aujourd'hui? Le fait de ne pas, par exemple, laisser le choix plus longtemps à la femme d'avorter ou... Moi, d'un point de vue éthique, c'est assez simple. Ce qui se passe dans le corps d'une femme ne concerne que cette femme. On ne peut pas annexer l'individu femme à l'embryon ou au fœtus qu'elle porte. Parce que dès qu'on l'annexe au fœtus qu'elle porte, on considère qu'elle est moins importante que ce fœtus. Par conséquent, la seule démarche logique et respectueuse de l'individu, c'est de dire une femme enceinte décide tout ce qui concerne sa grossesse depuis le début jusqu'à la fin. Il n'y a pas de date limite. Si on met une date limite, ça veut dire, ah bah oui, à partir d'une certaine date, ça veut dire que le fœtus il est plus important que la mère. Mais non, ça ne peut pas être comme ça. Ça ne peut jamais être comme ça, ne serait-ce que parce que c'est 50% de son ADN à elle, et la personne qui prend des risques sur sa vie en le portant, c'est elle. Donc, elle a parfaitement le droit de décider ce qu'elle en fait, à tout moment. Parce qu'encore une fois, si quelqu'un fait un accident de l'accouchement, un accident de la grossesse, une embolie pulmonaire et meurt, c'est elle. C'est pas le médecin qui va s'en occuper. Là, vous parlez de grossesse à risque. Non, je vous parle Même de toutes pas. les grossesses. Une femme enceinte court plus de risques de mourir qu'une femme qui prend la pilule. Il y a plus d'accidents liés à la grossesse et à l'accouchement que d'accidents liés à la pilule. Donc elle prend des risques. Être enceinte, c'est prendre des risques. C'est prendre des risques relatifs. Le plus souvent, il ne se passe rien. Mais, comment dirais-je, annexer la liberté de cette femme qui prend des risques et qui porte un embryon qui porte 50% de son ADN. Annexer la liberté de cette femme au fœtus ou à l'embryon qu'elle porte, c'est inadmissible. C'est inadmissible parce que ça fait d'elle un esclave qui porte un enfant. Ça fait d'elle une non-personne. Elle devient une non-personne à partir du moment où on dit « Ah bah oui, le fœtus, il a des droits ». Elle devient une non-personne qui porte un fœtus qui est plus important qu'elle. Sur le plan moral, c'est juste pas admissible. Donc, pour moi, les délais à l'IVG... D'ailleurs, au Canada, il n'y a plus de loi sur l'IVG. On considère qu'une femme a le droit d'avorter à n'importe quel moment de sa grossesse. Il n'y a plus de loi.
Vous devez choquer pas mal de monde en abordant ces questions-là de manière très générale. Mais je lisais une interview dans laquelle vous disiez « Oui, avant je choquais moi tout seul des gens. Aujourd'hui, on est des milliers à penser les mêmes choses. » Parce que vous avez créé une communauté, un site internet qui libère la parole des femmes. Vous avez régulièrement aussi des témoignages qui vont dans... Alors, prenons peut-être pas l'exemple de l'IVG, mais en tout cas des souffrances des femmes en médecine. Oui, j'étais un des premiers à créer un site sur lequel il y avait des témoignages. Maintenant, des témoignages, il y en a beaucoup sur beaucoup de sites, y compris des femmes qui ont leur propre blog et qui racontent ce qu'elles vivent. Je pense que plus on est nombreuses et nombreux à dire comment on voit les choses et comment on les subit, et plus on laisse s'entendre que c'est pas normal et que ça ne doit pas continuer comme ça. Et au fond, les gens qui sont choqués, je pense que ce sont des personnes qui ne voient pas exactement, enfin qui n'ont pas les mêmes priorités qu'une femme qui est enceinte ou qui choisit sa sexualité ou qui choisit sa vie. Ils voient ça de façon complètement désincarnée. Il suffit parfois de se mettre à la place de la personne concernée et de dire bah oui, si j'étais à ta place, je voudrais être libre aussi. Donc je ne peux pas t'annexer ou t'empêcher d'être libre. Vous dites d'ailleurs, si on arrive à soigner les femmes correctement, on arrivera à soigner tout le monde de manière correcte, bienveillante. Je pense que comme justement les femmes sont toujours les prolétaires dans toutes les sociétés, elles sont toujours prolétarisées par rapport aux hommes de même statut social, évidemment si on respecte toutes les femmes, forcément, on va respecter tout le monde parce que c'est elles qui sont le moins respectées. Et je pense que la santé, c'est quelque chose de collectif. En plus, les femmes sont souvent les intermédiaires entre le médecin et la santé des autres, leurs parents, leurs enfants, leurs conjoints, leurs conjointes, leurs amis, leurs sœurs, que sais-je. Donc, elles sont aussi les prescriptrices, elles sont aussi les véhicules de l'information. Donc, on a tout intérêt à bien soigner toutes les femmes. Et les femmes ont tout intérêt à se réapproprier leur santé et à diriger la façon dont la santé et les recherches sur la santé sont faites autour des femmes. Parce que c'est de leur corps qu'il s'agit. Et à se rendre compte peut-être. J'ai l'impression que pas mal de femmes ne se rendent pas compte qu'elles sont victimes de violences ou en tout cas qu'elles subissent des actes médicaux qui ne sont pas nécessaires. Enfin, il y a beaucoup de choses à dire. Je voudrais revenir un instant avant de clôturer déjà sur l'école des soignantes. Donc à nouveau un roman engagé qui prône une médecine féministe, vous le dites comme ça, une médecine féministe avec comme valeur la bienveillance, la sororité, donc c'est fraternité mais côté féminin, où dans ce roman finalement tout le monde est soignante, et pour acquérir les compétences techniques les plus hautes, il faut pouvoir accéder aux compétences de soins élémentaires. Ça c'est votre médecine de demain, que vous aimeriez déjà d'aujourd'hui. Oui, tout le monde devrait passer par toutes les étapes du soin et commencer de la façon la plus modeste et la plus simple, parce qu'il faut le savoir, il faut savoir comment on aide quelqu'un à se laver, comment on l'aide à manger, comment on l'aide à se lever, à se coucher. Et puis ensuite acquérir des gestes techniques, non pas en fonction d'une caste à laquelle on appartient, mais en fonction de ses propres habilités et ses désirs. Voilà, l'école des soignantes dans toutes les bonnes librairies, et j'ai envie de dire merci Martin Winkler d'être venu ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt.